Salut, c'est Théo. Bienvenue dans Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à reprendre le contrôle de leur natation dans leur vraie vie. Aujourd'hui, je reçois un invité que je suis très heureux et un peu intimidé d'interviewer, Jérémy Stravius, champion olympique, mais champion du monde, champion d'Europe, champion de France, enfin un palmarès. Je vais pas en parler là parce que j'aurai plus assez de temps. Mais surtout, il est parrain de la nouvelle formation de maître nageur à l'Apradis d'Amiens qui se lance le 8 décembre. Je t'en ai déjà parlé, on a déjà fait des tables rondes. Et voilà, ils m'ont demandé de venir collaborer avec eux et ça m'a permis de rencontrer et de passer la journée avec Jérémy Stravius. Et donc d'avoir cet échange passionnant de plus d'une heure avec lui. On a parlé de polyvalence, de plaisir, de transmission, de choix et de valeur. Et donc rien qu'avec cette phrase, tu comprends en quoi il est tout à fait aligné avec Swim Smart. Merci à tous ceux qui soutiennent le podcast, ceux qui partagent, qui s'abonnent à Swim Smart Premium ou simplement qui écoutent chaque semaine. Cet épisode sort le mercredi 29 octobre, c'est-à-dire qu'il reste 2 jours pour Octobre Rose, donc encore pendant 2 jours. Tous les revenus générés par Swim Smart, il y a 20% qui est reversé à la Ligue contre le cancer. C'est une cause importante et qui te permet de te soutenir tout en progressant en nageant. Et il y a un concours en jeu pour mes 37 ans. 2 abonnements d'1 an de Swim Smart Premium sont à gagner. Un parmi tous les inscrits au prix Swim Smart et un pour ceux qui laissent un commentaire, un avis sur la page du site swimsmart.fr/concours et allez bien jusqu'à toute la démarche, jusqu'à entrer votre adresse mail parce que si vous êtes tiré au sort mais que je ne peux pas vous contacter, ça serait dommage. Donc si tu veux aller plus loin, tous les liens sont en description. Merci à Jérémy pour ton temps, ton ouverture et puis pour tout ce que tu as fait. Tu m'as fait rêver quand j'étais plus jeune. J'ai mis mon réveil tard le soir ou tôt le matin pour te voir nager, pour voir tes exploits. Et voilà, merci pour ton humanité, merci à l'Apradis pour la confiance, pour cette opportunité de dingue. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous souhaitez mettre du sens à votre future formation de maître nageur. Ça commence le 8 décembre, donc c'est tout bientôt. Il reste encore quelques places. Et nous, on plonge tout de suite avec Jérémy Stravius. Bonne écoute. Bonjour Jérémy, bonjour, comment vas-tu ? Ça va et toi Théo ? Ça va. Alors déjà, je tiens à te remercier. On a décalé l'heure d'enregistrement de cet épisode d'1 heure. Et j'avoue que j'avais un peu besoin de ce temps de sommeil. Donc merci. Je t'avoue que ça m'arrangeait aussi un petit peu. Donc ça va. Voilà. On aurait pu décaler encore parce que ma femme ce matin m'a dit que j'avais une sale tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les lunettes. Elle m'a dit mets tes lunettes, on verra moins que tu as une sale tête. Donc, Ok. voilà. J'espère qu'elle dit mais non, pas du tout. T'es rayonnant, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de filtre sinon qui... Non ? Ah, je sais pas faire. Je chercherai ça pour le filtre. Avant de commencer, j'ai toujours les mêmes questions que je pose à chaque invité, histoire de se lancer dans le bain en douceur. Est-ce que tu connaissais Swim Smart avant d'être là, ou est-ce que tu l'as découvert en préparant cet épisode et puis les tables rondes qu'on a fait il y a 2 jours maintenant ? Je l'ai découvert. J'ai découvert là, en faisant cette semaine du coup. Belle découverte. Merci, merci, c'est gentil. Ça montre qu'il faut que je continue à travailler ma communication qui n'est pas encore tout à fait au point. Et je pourrais même pas donner de conseils du coup. Alors, parce qu'en niveau com, tu sais que je suis pas le meilleur. J'aime bien aller regarder ce qui se passe, mais après pour justement faire la com, c'est plus compliqué. C'est quand même un job. Hein. Oui, justement, j'allais revenir là-dessus. On a ce point commun d'après une première entre guillemets carrière, de se lancer dans un nouveau projet. Toi, c'est le gérant d'un bar. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors gérant d'un bar, en fait, c'était pas forcément le premier projet que j'avais imaginé, que j'avais travaillé dessus quand j'étais encore sportif. Moi, j'ai commencé à déjà penser à la reconversion en 2016 pour un futur projet de reconversion après les Jeux de Tokyo, donc normalement ça aurait été été 2020. Au final, ça s'est pas fait. Au final, j'ai arrêté avant. Donc, avant 2020, je suis reparti sur un deuxième projet. Et quand j'ai arrêté, 15 jours après, on était en Covid. Donc, tout ce qui est financement pour centre de loisirs, etc., ça s'est arrêté, mis en stand-by. Au final, voilà. L'opportunité a fait que, alors je dirais que c'est un mal pour un bien. Parce que je pense que parmi les 3 projets que j'ai eus, du coup,
2 qui se sont pas faits, plus celui qui s'est concrétisé en tant que gérant de bar, bah, c'est celui qui me convient bien, en fait. Donc c'est top, là, ça fait 4 ans qu'on a déjà commencé l'aventure et on est reparti pour une 5e année et ça se passe très bien. Donc voilà. Voilà. Alors, j'ai découvert du coup ton bar mardi soir. Après la journée qu'on a passée ensemble, j'ai eu la chance de venir boire un verre, puis deux, puis trois. Enfin, j'ai passé une bonne soirée. J'ai passé une très bonne soirée. C'était un bar très agréable, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, et là où je vois qu'il y a un lien avec l'épisode du jour, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de polyvalence, Mmh. d'adaptabilité. Et quand tu te lances dans un projet comme ça, tu es obligé d'apprendre plein de choses. Oui. Oui, tu es obligé forcément, tu peux pas, étant, du monde sportif, là, tu rentres vraiment dans le monde de l'entreprise. Alors, chose qui, il y a forcément des points communs, et ça, j'en reviendrai un peu dessus, forcément les valeurs et cetera, que tu retrouves chez un sportif et que tu mets en place en tant que gestionnaire, en tout cas dans une chef d'entreprise. Donc tout ça, ça aide énormément, les valeurs que j'ai acquises et tous les atouts forcément, enfin le dépassement de soi à chaque fois quand c'est compliqué, gérer le personnel. En fait, on retrouve vraiment tout ça, entre le manager, le managé et l'entraîneur et l'entraîné. Donc en fait, c'est vachement bien et après j'ai appris comme ça. Forcément après, tu te doutes pas que, j'ai pas appris à faire des cocktails, en brassant, de l'eau pendant des années, mais ça s'apprend, c'est une formation donc je l'ai faite, formation de gestion d'un bar. Voilà, tous les, acquis, il y en a pas énormément, mais en tout cas, j'ai, toutes les bases pour faire ça. Très bien. La première petite séquence de chaque interview, c'est je suis fan de musique. On en a déjà échangé dessus. D'ailleurs, tu as une mission. On en reparlera très vite. Mais je prends un vinyle de ma collection personnelle que j'écoute avant. Ça me met un peu dans l'ambiance avant chaque interview. Et il y a un lien entre le vinyle et l'interviewé, le thème, etc. OK. Donc ton vinyle, il est juste derrière moi. Je m'écarte un petit peu. C'est le groupe Funkadelic, c'est Maggot Brain, et c'est un vinyle qui pour moi envoie plein de messages, plein de valeurs, d'unité, du fait que on est tous différents, mais que si on tire dans le même sens, on va aller plus loin, on va aller plus fort. Est-ce que Mmh. c'est des thématiques qui te parlent et qui correspondent un petit peu à ta carrière qu'on va évoquer là dans les instants qui viennent? Oui, bah, oui, forcément parce que, les messages en plus, plus ça va et plus j'en envoie, on va dire. Je fais partie d'un groupe et d'associations. Alors, pour te les citer un petit peu, je fais pas mal de soit des conférences, pour la communauté LGBT. La semaine dernière, pareil, j'ai été, donc à Paris aussi pour promouvoir, une nouvelle association qui s'appelle Proud Champion, mise en place depuis 4 ans maintenant, qui veut se développer et aider les sportifs du coup de cette communauté à du coup se sentir mieux, se sentir aidés, dans les moments aussi les plus compliqués et pour qu'en fait leur carrière se passe totalement bien. Donc forcément les messages à faire passer, ça me parle et je promouvois ça un petit peu, depuis que j'ai arrêté. Alors je l'ai pas fait pendant ma carrière, parce que j'en ai pas senti forcément le besoin, mais maintenant, où j'ai un peu plus de temps et ben, je me permets justement de faire passer des messages de tolérance, de respect et donc de lutter contre tout ce qui est grossophobie, racisme, homophobie et cetera. Donc oui, ça me parle énormément. Et c'est des messages extrêmement importants qui, à mon sens, ne seront jamais trop répétés et qu'on n'en parlera jamais trop de ça. Mais est-ce que des fois tu es écrasé par ce poids-là, maintenant que tu délivres ces messages? Non, du tout, non, non, non. Alors c'est sûr, comme tu dis, on n'en parlera jamais assez, mais c'est vrai que, on a besoin d'en parler pour qu'on ait plus besoin d'en Ouais. parler. En fait, c'est ça le la problématique. Parce que quand on en parle, on dit encore: «Ah ben, encore, encore, encore». Mais oui, mais bon, c'est parce que, le message est pas encore bien passé, en fait. Et c'est pas pour dire parce que j'ai bien aimé la réunion que j'avais faite, enfin la soirée, c'était une table ronde, hein, qu'on a fait la semaine dernière. Il y a eu des messages qui sont passés, donc il y avait Astrid Guyard aussi qui est membre, aussi du comité olympique et qui a vraiment, passé des beaux messages d'intégrité et tout ça. Et ouais, quand on en parlera plus, ça fera du bien, quoi. Ouais. Mais encore aujourd'hui, oui, forcément, il faut encore appuyer, ce côté-là, quoi. Donc on essaie de faire passer les messages dans les fédérations. Donc il y a des fédérations qui sont plus ou moins ouvertes, forcément, mais on va y arriver, hein. On va pas lâcher en tout cas. Et Voilà. hier, j'ai eu la chance d'échanger avec David Smetani, qui a Oui. ce même propos de se dire que, bah, au final, le message qu'il transmet est plus important que la médaille qu'il a eue parce que c'est ça qui a le plus de valeur à ses yeux. Est-ce que tu le rejoins là-dessus? Oui, alors
Je pense qu'il faut comparer un petit peu aussi, comment enfin le tout le parcours qu'il y a eu pour en arriver là, hein. C'est sûr que, vous consacrez, une bonne partie de votre vie pour aller chercher une médaille. Si son rêve olympique, c'était la médaille d'or, je pense que quand même elle a énormément Oui, d'importance. bien sûr. Maintenant, c'est vrai que David Messali concourt dans la catégorie handi et de ce fait, le message qu'il avait à faire passer forcément a plus d'impact aujourd'hui. Vous prenez une personne comme, Florent Manodou, quel message il pourrait faire passer aujourd'hui pour enfin dans son propre intérêt aussi ou, un cas qu'il a vécu? C'est plus compliqué. Moi, forcément, je peux parler de la communauté LGBT, David du handicap et dans le sport. Donc après, c'est un peu du cas par cas, mais, pour sa part, oui, je le rejoins un peu. D'accord. Donc, je te propose que je mette un tout petit extrait de la musique. Allez. Si je le mets trop, je vais être censuré, donc c'est vraiment quelques secondes d'histoire d'eux et après on se lance dans notre sujet. Voilà, maintenant que l'interlude musicale est passée, Jérémy, pour les quelques-uns qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te Mmh. présenter s'il te plaît? Je sais qu'on t'a posé Ouais. cette question, je sais pas combien de fois. Bah, ça me dérange pas de me répéter. Donc je m'appelle Jérémy Stravus et été, sportif de haut niveau en natation course. J'ai fait les équipes de France de 2009 à 2020. J'étais capitaine de l'équipe de France sur les dernières années et j'étais champion olympique en 2012, 2 fois médaillé d'argent, 4 fois champion du monde et quelques fois champion d'Europe. C'est Et cool. je nageais à Amiens. J'ai fini ma carrière 1 an et demi à Nice et ensuite je suis rentré chez moi et maintenant j'ai handball comme on l'a dit tout à l'heure. Gérant de bar et tu as une autre casquette et c'est aussi pour cette autre casquette que tu es là aujourd'hui, c'est que tu es officiellement depuis quelques jours maintenant parrain de la nouvelle promotion de l'APRADIS, de la Ouais, formation de maître nageur. exactement. Voilà. Donc ça y est, c'est officiel, on peut le dire. Sortez les confettis. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, alors déjà, ce que c'est l'APRADIS et comment ça Mmh. s'est mis en place, s'il te plaît? Donc alors comment ça s'est mis en place? En fait, du coup, donc on connaissait pour ceux qui ont fait de maître nageur, on connaissait la formation PPGEPS, BZAN et cetera. Donc c'est une formation donc, pour ceux qui, justement, veulent, apprendre et enseigner le métier des activités de la natation. Donc Séverine Frein, donc, qui est coordinatrice de cette formation et Amar m'ont sollicité justement pour être parrain et promouvoir un petit peu ce lancement de cette nouvelle formation qui va avoir lieu et qui, commencera, j'ai pas envie Le de dire de bêtises, du 8 décembre? le 8 décembre, c'est ça? Ah, je suis bon dans les dates, donc ça va. Et donc voilà, tout autre format, même si la formation en elle-même, forcément, on ressort avec les acquis, le minimum d'acquis, avec un maximum d'expérience pour, pouvoir être l'un des meilleurs maîtres nageurs, voire plus, parce qu'après il y a d'autres filières qui peuvent se proposer. Mais en tout cas, voilà, l'Apprenti, c'est vraiment ce grand centre, de formation auquel, les futurs stagiaires vont être, amenés à venir ou, bah, on l'a vu, alors toi, tu connaissais l'Apprenti ou pas, du coup? Petite question. Moi, je connaissais pas l'Apradis. Ouais. Après, moi, je suis pas du coin, je suis pas du Nord, mais je connaissais Séverine parce que c'est elle qui était responsable de la formation qui m'a formé moi. Donc Mais ta évidemment formation, tu que l'as fait à Amiens ou pas? moi, Non, j'avais tu fait l'as fait à Amiens. Amiens. OK, Amiens, Je l'avais fait à d'accord. Amiens, donc Donc je me souviens un peu plus de notre rencontre à ce moment-là, a ouais, priori, mais on s'entraînait, on nageait au Coliseum en même temps on se croisait à ce moment-là. ouais. Donc non, tu vu, c'est un grand centre quand même De avec, ouf. avec tout ce qu'il faut à côté. Donc en fait, le plus, les atouts, que ça a, c'est déjà le collectif, de personnel qu'ils ont. Le côté humain où en fait, on va pouvoir aussi individualiser chaque stagiaire, dans, surtout au niveau des problématiques, qu'on va rencontrer. Que ce soit, le côté psychologique, donc, mentalement, quand ça a du mal à tenir, comment on réagit et comment on est soutenu. Donc il y a tous ces côtés-là qui fait que, ouais, le stagiaire va ressortir vraiment, grandi de cette formation, pour aborder justement ce métier plus tard avec, sur de bons rails, quoi. Alors, on va pas se cacher que dans le choix du parrain, tu as aussi une question de mise en avant, de communauté qui est importante. Et toi, Mmh. évidemment, tu es ultra connu, donc ça aide aussi. Mais je trouve Ouais, qu'il y a aussi un sens du côté où l'Apradis, c'est un établissement de formation qui milite dans le social, qui place oui. l'humain au centre Mmh. et qui veut avoir formé non seulement des maîtres nageurs. Alors attends, il y a eu un problème. Ah oui, pardon. On m'a appelé à ce moment-là. Bah, j'ai vu ça, non mais juste pour je vérifie, a priori ça enregistre toujours. C'est pour être Bon. sûr que ça c'est bon. Donc je disais, que
L'apprenti, c'est du social, c'est de Ouais, l'humain et c'est de la compétence. C'est pas juste être maître nageur, c'est être de bon maître nageur. C'est oui, vraiment être c'est ça. très complet. Mmh. Et je trouve que ça a du sens que ça soit toi le parrain parce que pour moi et pour beaucoup d'autres, tu es un peu le premier nageur ultra complet Mmh. et qui est pas une seule spécialité. Est-ce que tu penses qu'ils ont réfléchi à tout ça ou c'est juste un coup de chance? Oh non, je pense que la chance, c'est dur de dire que c'est de la chance parce que, en soi, avec Séverine, avec tout, son équipe qui est à l'intérieur, on se connaît déjà depuis très longtemps et en fait, tu vois, forcément, tu parles d'humain et tu parles de, se différencier par rapport entre un maître nageur et un bon maître nageur. Je pense que cette question-là a été mûrement réfléchie par l'équipe et ils ont trouvé les solutions et ils connaissent les réponses à tout ça pour en faire un bon maître nageur et du coup, cette équipe, tu vois, on a eu Manu Fernandez, on a eu, Anne-Marie, tout ça, vraiment ce rassemblement de personnes humaines et qui vont apporter chacun leur expérience. Moi, je vais apporter forcément aussi la mienne, mais on est aussi dans la précision, tu sais? On va apporter quelque chose peut-être que d'autres formations n'apportent pas. Tu vois la différence aussi entre un nageur de très haut niveau et haut niveau, celui qui va faire des médailles et celui qui va rester aux portes de l'équipe de France et faire des choses que les autres ne font pas. Et ça, je pense que vraiment, ça a été la question qu'ils se sont posées, et auxquelles ils ont réfléchi pour pouvoir justement construire leur équipe. Ouais, tout à fait. Et du coup, je voulais parler de ça avec toi, de cette facette que tu avais d'être ultra complet. Comment ça Mmh s'est mis en place, comment tu l'as construit et au fil des années. Parce que moi, je suis un podcast sur la natation adulte. Et Ouais. dès que je dis aux nageurs que j'accompagne, bah, nage un peu de brasse, un peu de dos, un peu de papillon, ils me Mmh. disent, bah non, ça sert à rien parce que moi, je veux nager du crawl. Donc, je pense que c'est important d'avoir ton avis. Peut-être qu'ils vont plus t'écouter que moi. J'espère, alors même si tu sais, moi la brasse, j'ai pas un niveau de dingue, mais par contre quand il fallait s'y mettre, tu vois, il y a une saison en 2013 où avec mon entraîneur Michel Chrétien, on a voulu se mettre au 4 nages, donc c'était un choix des 2 nageurs. Pour voir un peu, se tester un petit peu si on pouvait aller plus loin que l'échelle nationale. En soi, j'en ai fait pendant un an. Bon, j'ai pas réussi à trouver la solution, même si ça a bien marché, hein. En Tour de France, je me qualifie au championnat du monde sur un 204 nages sans être brasseur, mais on voyait vraiment que c'était, mon point faible. Mais par contre, tu vois, au-delà de ça, il faut pas se fermer des portes en disant, «Ouais, j'aime pas ça, j'aime» forcément dans chaque nage, forcément dans chaque sport, tu vas pouvoir retranscrire quelque chose dans ta spécialité. Et le fait de se fermer des portes et du coup de rester bloqué que sur une seule nage, ça va créer aussi une certaine lassitude qui va arriver beaucoup plus vite que si tu avais de la polyvalence. Donc un 4 nageur, tu vois, quand, ça va pas dans une certaine nage, il pourra se reconcentrer et justement trouver un peu plus de plaisir dans les autres pour s'y remettre un peu plus tard à ce qu'il n'a pas trouvé comme solution ou comme plaisir. Moi, je pense que cette polyvalence, je l'ai depuis tout petit parce que je touchais à tout depuis que je suis gosse. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait de la danse, j'ai fait du foot, il me semble que j'avais testé déjà du judo. Enfin bref, j'ai fait pas mal de sports et en fait, j'ai fait tous les sports à l'école aussi. Et comme je suis arrivé très tard, j'ai eu le cursus scolaire normal. Donc tout ce qui est handball, ping-pong. Bon, après, moi, c'est le sport en général, j'adore, sauf courir. Ça, c'est le seul truc, auquel vraiment, j'y vais avec, un pas en arrière. Mais cette polyvalence, en fait, je l'ai depuis toujours et ce plaisir pour le sport, de faire du sport, de m'amuser, d'être avec les copains, les copines, de pouvoir discuter. Bref, c'était un moment où, moi étant, très introverti quand j'étais jeune, j'ai pu justement, me dévoiler un peu plus dans le sport. Tu vois? À l'école, 1er jour de rentrée, j'étais au fond, de la classe, tu vois? Tout seul. Et par contre, il suffisait de la première séance de sport pour pouvoir justement m'exprimer. Donc tu vois, ça développe pas mal de choses, cette polyvalence. Après je l'ai perpétuellement, comment dire? Fait évoluer. Puis, non, c'est sûr que c'est toujours un petit plus. Il faut toucher à tout. Bah, là, il y a l'exemple de Léon Marchand, tu vois? En natation, donc, il touche à tout, c'est magique, c'est des plaisirs différents, ça fait travailler autre chose et après en soi, tu vois, un bon crawler, par exemple, si je prends ça, bah, il touchera souvent du papillon aussi, tu vois? Donc ça se vaut. Un bon d'O6 aussi sera bon au crawl. Il y a des similitudes, mais, à l'inverse, c'est sûr que la brasse, ça reste aussi atypique parce que le moteur, c'est pas le même et cetera. On parle des jambes, mais, il y a vraiment les spécialistes, mais ça reste quand même de la polyvalence. Et il y a 2 jours, on a enregistré plusieurs tables rondes, notamment Ouais, une sur les différences d'apprentissage entre quand on est enfant et quand on est adulte. ouais. Et on a vite centré le débat sur, en fait, ce qui doit être moteur, c'est le plaisir. Mmh. Et évidemment, et l'humain. Est-ce que tu penses que cette polyvalence-là, dès le plus jeune âge, ça participe à garder le plaisir intact le plus longtemps possible? On parle de l'humain en général, le plaisir, Ouais.
Par rapport à la polyvalence? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après ça se, je dis pas que c'est ancré en nous, mais ça se travaille forcément. Le plaisir, il faut qu'il soit durable, il faut qu'il soit travaillé et déjà d'une part, par ceux alors, si on parle des maîtres nageurs, il faut qu'ils transmettent ce plaisir à leurs nageurs, donc que ce soit les enfants ou les adultes. Les enfants et les adultes savent pourquoi ils viennent dans ces cours. Ils ont un objectif. De par leur objectif, il faut qu'ils gardent ce plaisir. Donc après, peu importe l'âge, on est toujours dans le même dilemme et dans la même problématique. Bon, en tout cas, je dirais même pas que c'est une problématique, mais en tout cas, les solutions qu'on a trouvées, oui, forcément, elles passent par le côté humain et la notion de plaisir. Comme partout, comme au travail, comme dans le sport de haut niveau pour continuer la compétition, si on veut être champion olympique, bref. Ah, c'est sûr qu'après, psychologiquement, c'est compliqué si tu enlèves tout ça. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail et l'entourage aussi, qui va être important. Donc au début, on a bien compris que c'était du plaisir, cette Mmh. polyvalence, changer les activités, les exercices, les Ouais. nages. Il y a un moment où c'est devenu en mode, bah, tiens, je peux être performant un peu partout? Ouais, c'est vrai. Alors en fait, moi, je me suis posé la question, on peut être bon un peu partout, mais en fait, tu te retrouves toujours, à un moment donné, à faire des choix. Et les choix, des fois, c'est plus compliqué parce que quand tu fais des choix, il faut aussi derrière ne pas avoir de regrets sur ce que tu fais. Donc c'est bien, mais il faut quand même se recentrer sur le principal, là où tu excelles le plus, donc tes atouts. Moi, en grande partie jusqu'en 2015, c'était le dos. Je me suis concentré à fond sur le dos, spédo, et cetera. Ça tombait toujours le jour du 200 nage libre et en fait, je faisais toujours le choix forcément de me concentrer sur le 100 dos parce que c'est là où j'avais été champion du monde, où j'ai fait mes premiers résultats, où voilà, j'étais meilleur et le premier choix que j'ai fait en soi, on me demande toujours c'est pas un regret ou pas. C'était aux Jeux de 2016. Je fais le 200 nage libre en série le matin. L'après-midi, je suis qualifié en demi-finale. Mais juste après, il y a le relais du 4 x 100 chez les garçons. On m'a demandé, si, parce qu'on voulait être champion olympique et pour nous, il fallait que je sois à 100 de ma forme. Je ne pouvais pas faire le 200 de nage libre en demi-finale, avant le relais, parce qu'il fallait qu'on mette toutes les chances de notre côté si on voulait être champion olympique. Ça, je l'ai compris et après j'ai fait le choix de faire forfait sur le 200 nage libre pour être performant. Au final, on fait deuxième. En soi, moi, je fais le job, je fais mon meilleur temps, que j'ai jamais fait. Donc en soi, le pari était risqué, mais en même temps, pour moi, pari réussi. Après, tu vois, en faisant des choix, derrière, on se dit: «Ouais, mais est-ce que j'aurais pu aller plus loin?» et cetera. Bon, c'est toujours compliqué avec des «si», mais voilà, ça doit venir, aussi de vous-même et puis c'est sûr que la polyvalence, tu peux toucher à tout, mais il y aura forcément un moment donné où, ça va être risqué, quoi. Donc il faut garder quand même l'essentiel. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais tu te rappelles comment tu as fait ce choix-là? Sur quoi quel était ton instinct? Quel était te Je suis parti je suis parti du principe par rapport à mon meilleur temps sur le 200 de nage libre, où est-ce que le 200 de nage libre pouvait m'amener? Je crois que c'est une des premières fois où je faisais le 200 de nage libre, dans une compète internationale en individuel. Est-ce que mon meilleur temps pouvait m'amener, par exemple, à une médaille ou à une finale? Quel était mon objectif, en fait? Est-ce que c'était juste de faire la finale? Est-ce que c'était de faire, top 5, top 3? Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, que, enchaîner 3 200 nages libres, j'aurais pas forcément été le meilleur, au top de ma forme pour la finale du 200 nages libres. Parce que se qualifier en finale, ça aurait été faisable, bien sûr. Et pour moi, je me voyais pas être dans le top 3. Donc en fait, en y réfléchissant bien, est-ce que tu, est-ce que tu tires un trait sur une finale olympique en individuel pour avoir une meilleure médaille en collectif ou inversement, tu vois? Ça, est-ce que tu veux une médaille de bronze et dans ce cas-là, tu essayes d'avoir une autre médaille sur l'individuel qui ne sera pas forcément la meilleure, forcément. Tu vois, ça, c'est des raisonnements que je n'avais pas forcément anticipés, mais qui sont arrivés sur le tas. Mais en soi, ça a été une réflexion qui a été assez rapide parce que pour moi, c'était logique et je me connaissais, je sentais mon état de forme et je me connaissais bien pour savoir, quel potentiel j'ai sur le moment de la compète. Même si en soi, j'avais fait qu'une épreuve, tu vois? J'ai fait que le 200 mètres le matin de toute la semaine donc mais après moi, je me connais, je savais très bien comment ça allait se passer. Et justement, lors d'une table ronde qu'on a fait, on a beaucoup parlé de la relation entraîneur-entraîné. Ouais, À ce moment-là, dans cette décision-là, c'est une décision toi tout seul ou ton entraîneur, donc Michel Chrétien à ce moment-là, il a quel impact? il était pas forcément d'accord Michel. Je t'avoue que, il a non, il était pas d'accord. Moi, pour moi, il était dans le côté individuel et il voulait que j'aille loin sur le 200. Maintenant, la réponse,
Le choix qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Forcément, on en a parlé ensemble, j'ai pris la décision, il a été OK avec moi et voilà, ça s'est terminé là. Bah, après, c'est sûr que tu reparles quelques mois après, voilà, je l'ai entendu dire que c'était pas forcément le meilleur choix. Mais après, c'est aussi la force des binômes, c'est d'être en désaccord et quand même de tirer dans le même sens, au final, quoi. Exactement. Oui, parce que tu vois, on a les mêmes projets, on réfléchit de la même manière et maintenant, c'est sûr qu'en fonction de du choix qu'on va faire et ben, il faut qu'on on soit certain que ça soit le meilleur choix et que justement, ça nous pose pas problème, par la suite de la compétition et des saisons à venir, tu vois? Imaginons, hop, on fait je fais le 200 nage libre. On fait pas de médaille parce que voilà, je suis fatigué, que d'avoir nagé juste avant et puis, en fait, le lendemain, bah, d'avoir enchaîné les 2 et puis, psychologiquement d'avoir fait la même médaille, bah, je suis, pas non plus bien pour le 200 nage libre le lendemain. Ouais, tout ça, en fait, ça peut se répercuter sur la saison d'après. Donc en fait, ouais, on a été assez forts tous les 2 pour prendre la bonne décision, heu, pour que justement, la compète et les saisons d'après se passent bien. Directement ou indirectement, je suppose que les autres membres du relais, ils font alors pas forcément pression, c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais tu dois ressentir quand même une pression, sociale de leur part. Est-ce que c'est positif et ça t'a aidé à prendre la bonne décision ou ça t'a fait un peu gamberger et c'était plus compliqué? En fait, ça m'a pas fait gamberger parce que tu sais que, imaginons, moi, je te pose une question, je te mets-toi à ma place. Tu es plus collectif ou individuel? Ah bah, collectif. Collectif? Médaille d'or individuelle ou médaille d'or, collective, du coup? Si les collectifs, c'est des potes, je choisis le collectif. Si c'est des gens que j'aime pas, par contre, je choisis l'individuel. OK, donc genre champion olympique en individuel ou champion olympique en équipe, tu prendrais équipe? Ouais, Bah, tu sais qu'il y en a très peu quand même qui répondraient ça. Parce ouais. que, la natation avant tout, c'est un sport individuel. Bah, c'est peut-être pour Mais ça que je moi suis pas champion olympique. Mais moi, j'aime ce côté collectif, tu vois? J'aime ce côté, partager les entraînements avec une équipe et en fait, j'ai toujours privilégié ces moments parce qu'en fait, moi, en termes de sensations, tu sais, mes meilleurs souvenirs, c'est en collectif et en relais que je les ai vécus et du coup, en fait, quand les potes sont venus voir tu sais, en plus, je dis potes, mais quelques saisons avant, c'était pas forcément mes potes, tu sais? C'est toujours un peu la guerre, Marseille, Tibes et puis moi, j'étais le seul d'Amiens, donc bref. En soi, ils m'ont jamais, mis des bâtons dans les roues, ils ont toujours été respectueux avec moi. Donc ça, j'ai toujours, pris en compte et ils sont venus voir, c'est vrai que l'année 2016, bon, je suis un peu au-dessus au niveau des championnats de France, j'ai gagné le 100 mètres, le 200, bref, le 100 pape aussi. Donc ils savent que je suis un maillon fort et ils viennent me voir juste avant, du coup, ma décision. «Jérém, on a besoin de toi, si on veut être champion olympique, c'est maintenant, il faut qu'on mette toutes les ouais, on est chaud», enfin bref, là, les ricains, il faut pas qu'on les laisse passer. En soi, tu vois, on a gagné les titres du 4 fois 100 de 2012. On a fait 2012, 13, 14 et donc du coup, on est sur une lignée de 4 ans d'invincibilité et là, c'est la 5e et ouais, on voulait gagner ce titre olympique. Donc moi, en fait, si tu veux, ça a même pas gambergé 5 minutes, tu vois? Je savais ce que j'allais prendre comme décision, quoi. Mais c'est intéressant, est-ce que c'est des collègues de travail qui, parce que vous devenez, autant médaillés, deviennent potes ou c'est des collègues de travail qui deviennent potes et c'est le fait d'être potes qui fait que vous deveniez, médaillés? Ah, elle est dure celle-là. Alors, Celle-là, elle est dure. parce que du coup, quand tu dis collègue de travail, moi, je suis dans les partenaires, du coup, c'est ça, d'équipe de France? Ouais, ceux Heu, avec qui tu gagnes, enfin, c'est quand même votre travail donc c'est, ouais. au début, c'est pas forcément des amis ou des potes, Non, forcément? du tout, non, non. Non, puis, Mmh. je dis Pas pas que trop. ça l'a jamais été parce que si, j'ai une très bonne affinité avec justement ces partenaires d'équipe de France. Parce que du coup, ce ne sont pas des partenaires d'entraînement, on s'entraîne jamais ensemble. Mais c'est vrai que sur cette période-là, on est tous ensemble. La préparation d'avant, le stage de finition, la compétition et du coup, tu vois, c'était Fabien Gillot, Mehdi Metella, il y avait Florent Manodou, il devait y avoir Clément Mignon, je crois aussi, tu vois, en série. Bref, on se connaît tous, on se parle très bien et du coup, en fait, non, c'est parce que justement, on se côtoie en équipe de France qu'on est devenus potes, potes d'équipe de France. Au-delà de ça, avec certains forcément, si tu discutes, tu arrives à échanger soit sur les réseaux ou soit sur d'autres compétitions. D'autres un peu moins. Mais par contre, non, pour moi, c'est des potes d'équipe de France et en fait, si on veut avoir la meilleure équipe de France, il faut qu'on se soutienne les uns les autres et ça franchement, l'esprit équipe de France, je l'ai toujours ressenti, jusqu'en 2016 justement, tu vois? Pendant 7-8 ans quoi. Après c'était plus compliqué du coup, je l'ai pas retrouvé mais voilà, en tout cas, moi, c'était parmi les meilleures années. C'est des potes d'équipe de France. Top.
On va revenir un peu sur le sujet qu'on avait prévu, parce qu'on on a digressé avec plaisir, et c'est ça qui est chouette. Comment tu cons Déjà, est-ce que tu acceptes cette casquette de premier nageur ultra complet qu'on te donne régulièrement ou pas du tout? Hem, oui, bah, oui, j'accepte parce qu'en soi, c'est vrai que, on n'en voyait pas tant que ça. Moi, j'aime bien justement voir, tu vois, quand je regardais à la alors déjà à la télé ou, en compétition, mes premières compétitions, c'était des compétitions françaises, mais tu vois, une nana, une ancienne nageuse comme Diane Budulier, qui m'a fasciné par ses coulées, qui était capable de faire du 100 pape, du 100 dos, du crawl, enfin en sprint, de la voir un peu partout, toucher partout. Moi, ça me faisait plaisir parce que c'était pas que sa spécialité et du coup, ouais, ça me fascine sur de l'avoir sur différentes, épreuves, tu vois, cette polyvalence. Du coup, moi, après, quand on m'a mis la casquette un peu du Ryan Lochte français, alors, c'est un grand mot parce qu'en soi, Ryan Lochte, c'était plus pour sa polyvalence, du coup. On aurait très bien pu dire aussi, en fait, Michael Phelps qui était aussi polyvalent. Les 2, tu vois, même si Michael Phelps est au-dessus. Mais je pense qu'on dit vraiment ça par rapport à mon côté, je fais du dos, je fais du crawl, je fais du 50, je fais du 400, je peux toucher à tout. Par contre, ça reste un minimum, niveau, européen, on va dire, tu vois? On n'en a pas vu, on n'a pas beaucoup vu de Français toucher à toutes ces épreuves. Maintenant, on en voit de plus en plus. Je vois bien, regarde Maxime Grousset, Guillaume Marchand, Johan commence à s'exprimer énormément en dos et je sais qu'il touche à d'autres, disciplines. Il y en a beaucoup qui aiment bien toucher à tout ça, tu vois? En même temps aussi, les relais donnent envie. Donc les gens veulent travailler leur crawl pour rentrer dans ce relais. Voilà, c'est ce qui manque un petit peu, mais en même temps, ça va venir. Il y a l'effet Léon Marchand là, qui a pris notre dimension. Et est-ce que tu penses que ce que met en place la Fédé, notamment avec le passeport de l'eau et tout, ça pousse à cette polyvalence-là, ou c'est le travail des entraîneurs derrière qui... Pour moi, c'est le travail des entraîneurs. Entraîneurs, maîtres nageurs, tu sais? Ouais. Par sport, c'est juste après tu peux prendre, les lois et les règles un peu dans comme tu veux, quoi. Après, c'est à toi, en fait, de comment tu vas l'aborder cette polyvalence, quoi. Parce que dans l'eau, tu peux tout leur faire et rien leur faire faire. C'est un peu, oui, c'est un peu à ton bon vouloir, mais oui, il faut accentuer cette polyvalence. Il faut que, de plus en plus sur les tests, les enfants soient capables aussi de faire plusieurs choses et pas qu'on leur valide, je sais pas, je vais dire une bêtise, il faut qu'ils valident 3 exercices sur 5. Bah, là, peut-être qu'on devrait passer peut-être à 5 sur 7, tu vois? Un truc, voilà, où, les enfants sont capables d'exceller sur plusieurs exercices et pareil après on le prolonge dans la continuité sur le nageur jusqu'à l'excellence. Mais, c'est sûr que ça part du début. Après, je pense pas que ce soit des textes qui font la chose. C'est vraiment, ouais, je pense que le boulot doit être fait des maîtres nageurs et en même temps, voilà, il faudrait qu'ils soient bien formés sur ça. Et cette que concrètement, à l'entraînement, comment ça se travaille le fait d'être bon dans plusieurs nages? Bah, après, des fois, ça peut être des choix, tu vois? C'est-à-dire, souvent, tu as l'épreuve, enfin l'exercice type de, je sais pas, 10 fois 50 en spécialité. En spécialité, ce qui veut dire, c'est la nage où tu excelles le plus hormis le crawl. C'est là, ça peut être à toi de te dire: «Bah, voilà, j'aimerais, peut-être faire du pape aujourd'hui parce que, là, j'ai envie de travailler ça». À contrario, ne pas partir en disant: «Oh non, j'ai pas envie de faire de pape, c'est ma spé pape, je peux faire de la brasse?» Tu vois, dans le sens inverse, ça, c'est l'entraîneur ou un nageur de dire: «Bah non, non, ta spé c'est pape, il faut que tu baves maintenant». Mais, ouais, ouais, non, je pense que, non, il y a pas de ça peut être des choix de ta part de te dire: «Bah, voilà, je voudrais faire un peu plus de catenage», donc après, c le pilier, ça va quand même être l'entraîneur. Moi, mon entraîneur, il nous faisait tout, c'est-à-dire que séance catenage, séance spé, du crawl, bref et tout le monde faisait la même chose. Donc là, pour ça, on avait un groupe vraiment de catenage. Pour d'autres clubs, c'est plus différent, c'est plus individualiste, donc on va plus cerner le côté spécialité pour que des dossistes. On va pas leur faire faire de l'aéro, alors qu'on était capable de faire du 50 comme du 1500. On avait les tests de 1000, on pouvait faire 5 bornes en mer. Il faut savoir toucher à tout pour être aussi bon, en fait. Mais c'est ça la polyvalence, c'est de pouvoir découvrir et nous mettre dans un milieu qui est peut-être un peu plus complexe pour nous, donc pas favorable, et nous déstabiliser un petit peu sur des épreuves. Alors, la prochaine question, je prends un risque. Je dis souvent, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que plus on va varier les expériences, notamment sur les appuis qu'on va faire, sur les trajets de bras, sur les nages, sur les séries et tout, plus on va donner d'outils à notre cerveau pour adapter notre nage au moment où on voudra vraiment être impactant.
Ouais. Savoir si, je suis dans le vrai quand je dis ça ou s'il faut que je retourne les 150 épisodes de podcast que j'ai fait où j'ai dit Alors, tu vois, s'il y avait eu Fabrice Pellerin à ma place, c'est sûr que là, il te valide tout ce que tu dis. Et moi, je suis fervent aussi de ça, parce que c'est vrai qu'en ayant eu l'expérience de Fabrice Pellerin, tu vois, qui est très technicien et qui te met toujours dans des situations instables en faisant des exercices les plus farfelus les uns que les autres. Et moi, mon cerveau, à chaque fois, bon, je réfléchis quand je nage aussi. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait nager avec une plaquette là? Pourquoi? Enfin, et en fait, ouais, ton cerveau, il trouve une solution. Et c'est très intéressant, en fait. C'est vraiment 2 travails que j'ai fait, complètement différents entre Michel et Fabrice. Et tu es toujours en train de trouver les solutions, mais alors pourquoi aussi tu le fais? Pourquoi tu dois faire ce travail qui est complexe, en fait. On est dans l'eau, tu demandes, on doit partir vers l'avant, on nage vers l'arrière, quel est le but et cetera? Mais c'est toujours dans ces moments-là, en fait, où toi, tu dois trouver la solution, soit par exemple d'être le plus aligné possible. Donc, en fait, ils te donnent pas les solutions tout de suite, c'est à toi de te démerder. Là, tu fais: «Ah ouais». Donc en fait, des fois, je posais même pas la question, j'avais déjà la réponse. Je me dis: «C'est quand même pas mal, quoi, c'est quand même bien pensé, bien, enfin très intelligent». Non, mais c'est très intelligent, en fait, cette, façon de pouvoir nager comme ça. Donc, non, je suis totalement d'accord avec toi. parfait. Alors souviens-toi de Fabrice Pellerin parce que la dernière question de l'interview, on va peut-être pouvoir s'en servir, heu et ça me rassure parce qu'il y a plein de fois où je demande à mes nageurs, de nager un peu, j'aime bien par exemple faire du crawl à l'envers en avançant par les pieds et Bien cetera sûr, ouais. et c'est vrai que sur le bord du bassin, on se fout souvent de moi quand je donne ces exercices, mais moi je suis persuadé que l'important quand tu nages, c'est de donner une intention d'abord, quand tu Mmh. poses l'exercice et après de ne Ouais. donner de l'attention quand tu le fais et quand tu l'exécutes Mmh. et donc je suis ravi d'être, que tu sois d'accord avec Ah oui, ça. mais totalement. Et puis moi, je suis sur des exercices comme ça, ou nager avec le verre, nager, je sais pas, ouais, la façon hybride aussi, tu vois? Tu nages en pape avec les bras, en battement avec les jambes, avec le parachute, on peut faire plein de choses. Enfin bref, il y a plein d'outils avec des poids, mais c'est vrai qu'en fait, alors déjà, pour le nageur, ça prend plus de temps. Moi, j'étais pas fervent de ça parce que quand tu mets 1 minute 30 en fait, à faire à 50 mètres, alors que d'habitude tu mets 30 secondes, c'est un peu plus long, c'est sûr. Et puis, en fait, toi, ce que tu recherches, c'est cette, sensation de glisse et cetera. Donc mais tu es obligé de passer par justement tous ces freins pour arriver à une vitesse et pour percevoir justement la notion de vitesse, de sensation et justement, d'hydrodynamisme. Oui et puis le fait de réfléchir, ça fait que, alors peut-être que tu vas perdre du temps parce que tu vas nager moins doucement et tu vas Ouais. réfléchir un peu plus, mais tu vas être capable plus facilement de surmonter les écueils qui vont apparaître, au fil du temps de ta nage, quoi. Ça te fait travailler, c'est sûr. Et c'est hyper important, on a besoin de ça pour, performer, hein. Et justement, hier, enfin mardi, tu disais que la natation, c'était un sport, d'intelligent et d'intellectuel. Ouais. Tu peux, approfondir, un petit peu, Ouais, en fait, c'est en fait dans la façon dont tu vas aborder toi tes entraînements, il faut quand même justement, bah, réfléchir, pourquoi tu fais les exercices. Si j'en reviens justement à la question que tu m'as posée juste avant. Quand Fabrice Pellerin nous donnait un exercice, ben moi je me disais: «Tiens, comment il a réfléchi? Pourquoi je dois le faire? Quelle est la solution? Quel membre du corps il veut faire travailler?» Si je me pose pas cette question, déjà, je vais partir p sans savoir quoi faire, en fait. Et comme tu dis, les solutions, je vais pas les trouver. Je vais, mettre, peut-être, 15 secondes de plus à faire 50 mètres si je trouve pas la solution. Et peut-être que je vais mal le faire et mes habitudes seront mauvaises et je vais les répéter et dans ce cas-là, aucun intérêt. Je vais régresser. Par contre, justement, en me posant cette question-là, je réfléchissais souvent: «C'est bon, j'ai la solution, je sais pourquoi». Après si je trouve pas, libre à moi de demander à l'entraîneur, et en soi, il a toujours la réponse forcément. Les entraîneurs sont très, très intellectuels aussi et ils réfléchissent beaucoup sur leur, méthodologie. Mais, oui, c'est sûr qu'il faut savoir, il faut réfléchir à ce pourquoi tu nages, il faut réfléchir ce pourquoi on fait les exercices, réfléchir dans la façon dont il va poser l'énoncé, l'entraînement. «Ah bah tiens, il m'a dit minimum de une coulée minimum à 10 mètres, ça veut dire que je peux faire plus». Bon, bah, il y a ceux qui vont faire 10 mètres. Classique, parce qu'ils ont entendu 10 mètres. Il y a ceux qui vont faire plus, parce qu'ils ont dit: «Minimum 10, je peux aller à 15». Donc tu vois, en fait, oui, il faut beaucoup réfléchir et on arrive à déceler, en fait, ces nageurs qui nagent pour nager et d'autres qui nagent parce qu'ils ont envie de progresser, ils se posent les bonnes questions. Alors, trop de questions, suis les questions. C'est bien d'en poser à l'entraîneur, mais pas trop non plus parce que j'en ai vu beaucoup qui posaient beaucoup trop de questions, qui pensaient avoir la réponse et du coup qui remettent en cause, tu vois, l'entraîneur.
ou le maître nageur. Et ça, c'est hyper complexe parce que du coup, on n'est plus vraiment du coup sur la même longueur d'onde entre l'entraîneur et l'entraîné. Là, ça casse, il n'y a plus cette histoire de confiance, c'est-à-dire qu'il ouais, il remet en cause ses exercices. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus confiance en ce qu'il te dit de faire. Et là, bah, ça casse, et bah, après, bah, tu vois le résultat, hein, ça se sépare, ça va changer de club. Alors, c'est la faute de qui? Bah, qui a eu confiance en qui, en fait? Ouais. Voilà. Et toi, tu jamais voulu devenir éducateur? Non, Il y a une raison non, particulière jamais. Tu ou? sais, je savais que ça allait pas être mon truc. J'aime bien, en fait, transmettre, de par mon expérience ou prendre un groupe de temps en temps, tu vois? Ça me dérange pas, mais par contre, tu vois, en fait, quand je nageais aussi, j'entraînais le midi. C'est pareil, ça me déplaisait pas, mais en fait, je crois que j'ai une overdose de chlore entre le matin, midi, après-midi. Et en fait, non. J'ai plus envie d'avoir ce rythme de vie, de me lever tôt, de passer les week-ends à la compète. Et en fait, c'est uniquement pour ça, hein, tu vois? Parce que moi, entraîner, ça me dérangerait pas, mais en fait, le rythme, c'est trop compliqué, en fait. J'ai eu trop cette habitude de me lever tôt, tout ça, de compétition que, ouais, je veux vraiment lâcher et me séparer un peu de ça. Et dans ce cas-là, que ce soit plus occasionnel, quoi. Mais Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. surtout que tu as une vraie appétence pour, justement ça, pour l'apprentissage, pour la pédagogie et de vraie qualité. Ma mère est enseignante, était intervenue dans une de ses classes en temps scolaire et Mmh. elle a été impressionnée par ça. Et pour toi, c'est quoi les qualités à développer si on veut être, justement on parlait de l'apprenti, si on veut devenir maître nageur? Oh, il y en a plein. Les qualités les qualités, bon, déjà, en fait, tu vois, comme on en parlait tout au début, je t'avais dit les valeurs qu'il faut avoir et cetera pour, alors réussir et en même temps, bien gérer, que ce soit une entreprise ou une carrière et cetera. Donc le dépassement de soi, c'est sûr que jamais baisser les bras, quand il y a un coup de mou, savoir s'entourer des bonnes personnes. Qui va te repêcher quand ça va pas, quand, je sais pas, tu vis un moment très, très «seul» entre guillemets, bah, ça sera forcément tes amis, ton entourage et cetera. Mais bref, en fait, il y a énormément de choses, je sais plus, j'avais résumé en 5 étapes, par rapport à ça, ces 5 valeurs un petit peu qu'il faudrait avoir et les compétences nécessaires pour être un bon maître nageur ou ou être bien formé ou un bon formateur. Il y en a énormément, mais ça passe par, toujours un peu, l'excellence en soi, le souci du détail, se poser des questions, mais pas trop, mais les meilleures, les bonnes, savoir prendre parti, être humainement, être avec aussi soudé avec, toute l'équipe. Le plus on revient au plaisir, mais forcément le plaisir de la natation, à apprendre et ensuite à transmettre. Bon voilà, il y en a énormément. Moi je suis plus dans le détail, tu vois? C'est pour ça qu'éducateur en fait, tout le temps j'arriverai pas à être trop précis. Je suis trop, trop, trop précis. J'ai pris un groupe hier matin, parce qu'on justement on me demande un peu d'aide sur un groupe. Bon, je suis très dans la précision et rien laisser passer. Après c'est compliqué de faire ça en fait tous les jours. Parce qu'en fait tu te répéterais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, si on en revient à réfléchir, réfléchir, bah, le nageur il doit réfléchir à qu'on te dise une fois et pas 2 quoi. Mais c'est pareil pour un formateur, quoi, tu vois? On va te dire une chose, il faut que tout de suite, tu arrives à le mémoriser et à le retranscrire sur ce que toi tu vas faire. Bon, il y a plein de mais c'est des qualités après, c'est des qualités, mais que tu peux développer, quoi. Qu'il faut peut-être savoir en amont, tu sais? Ouais. Tu penses C'est qu'il y a pour une ça aussi partie, que ouais, ouais, il y a une partie tu penses qu'il y a une partie qui est déjà en soi, avant ouais, de le devenir? ouais, 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 je pense oui. C'est pas primordial, hein. Pour être un bon entraîneur, il suffit pas d'avoir déjà ça en soi. Mais c'est sûr que c'est un plus, dans la vitesse de progression, c'est sûr. Parce qu'après si on te la transmet, ça va être en toi, tu vois? Je te transmets la Ouais. passion de la natation, bon bah, hop, tu deviens passionné et c'est beaucoup plus simple. Mais comment on transmet la passion, ça va être le rôle aussi de justement, bah, tu vois, des formateurs, tu vois? Et de toute façon, quand tu travailles avec l'humain, tu as toujours une partie qui est difficile à apprendre parce que ça Mmh. reste humain et qu'il faut l'avoir, en soi. Mmh. Est-ce que tu arrives à dire à quel moment toi, tu es devenu passionné de natation? Ouais, bah, oui, oui, c'est facile, hein. En fait, c'était quoi? 1 an avant que je parte à Amiens, donc 2006. 2006, j'avais quel âge? 18 ans, tu vois? 18 ans. Ah, majeur. Mais ouais, en fait, moi j'aimais bien, quand j'étais jeune, j'aimais bien faire le con. Oh, j'aimais bien être avec ma sœur, mon frère, mes potes et puis voilà, à se cacher dans les vestiaires, à faire les casiers, bref, à se cacher sous l'eau. Et en fait, au fur et à mesure, à force d'en faire, oh, j'étais bon dans ma catégorie parce que j'étais compétiteur, tu vois? Je voulais pas me faire battre. Bon, voilà, je suis un peu mauvais perdant. Ah, c'est rare que je le dise, mais je le dis. Il y a de ça et puis après,
ils ont décelé un peu les compétences que j'avais, les atouts, les qualités et en fait, je disais mon club formateur, mes maîtres nageurs se sont passionnés pour la natation de haut niveau, même s'ils avaient déjà ça avant parce qu'il y avait d'autres nageurs qui sont passés avant moi et ils m'ont un peu individualisé un peu les séances par rapport à la muscu, par rapport à l'affûtage et cetera, préparer les compétitions et c'est de là en fait où, ouais, j'ai commencé à déjà apprendre, comprendre et admirer ce sport qu'est la natation. Après, c'est sûr que quand je suis passé l'année d'après à Amiens, là, je découvre en pleine face ce que c'est, hein, le côté sportif, les grandes compètes, les nageurs, les combinaisons, bref, plein de choses. Mais ouais, je vais dire que c'est arrivé 1 an avant que je parte, faire vraiment du haut niveau. Donc je nageais 3 4 fois, après je suis passé à 11 fois semaine, le choc. Ouais. Mais du coup, ta passion est très liée au fait que tu comprennes, Ouais. t'intellectualises cette discipline, quoi. Bah, tu vois, quand je te dis que, maître nageur, c'est vraiment un métier de passionné et je pense que ça, il y en a très peu qui vont me contredire. Mais en fait, mes entraîneurs, enfin mes maîtres nageurs, tu vois, même si c'était mes entraîneurs, ils se sont passionnés de dingue, ils étaient fadas de ça. Mais c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, ils sont encore en fait, toujours le même métier, tu vois? Tu as très peu qui arrêtent parce qu'ils en ont marre. Bah, parce qu'ils sont passionnés de ça. Ils font que ça, ils vivent de ça. Et en fait, oui, ils me l'ont retransmis, voilà. Et puis après, ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est une belle découverte, tu vois, même si ça fait déjà plus de 10 ans que je nage, je découvre des choses. Et c'est dingue encore de découvrir, encore aujourd'hui, plein de choses de la natation. Tu découvres tout le temps, quoi. Même en nageant 11 fois la semaine, tous les jours, c'est différent. Et ouais, c'est top, quoi. Ouais, nageur, faut être. C'est que les passionnés, même les entraîneurs, c'est pareil, hein. C'est pas pour gagner, on va pas se le cacher, hein. L'entraîneur, ça gagne pas 3000 balles par mois, hein. Donc pour ce que ça gagne et pour le temps passé, il faut être passionné, hein. Ouais, oui, puis ça se voit les tables rondes qu'on a enregistrées où tout le monde sur son temps libre trouve du temps pour venir passer une journée à Exactement, parler tu vois. natation. C'est Et ça fait combien de temps qu'ils exercent ça? Parce qu'on c'est vrai qu'on leur a pas demandé nombre d'années d'expérience qu'ils avaient. Mais Séverine, elle nous l'avait dit, je sais plus, plus de 20 ans. Enfin bref, ouais, Anne-Marie, c'est pareil. ouais, mais Ça fait en, des en- dizaines d'années qu'ils sont là. en tant qu'hôte, moi, je veux pas les vexer, donc je vais pas leur demander dès le début. Bah alors, ça fait combien de paires d'années? Je me doute, j'aurais dû, moi, poser la question. Mais moi, tu vois, je les connais bien, mais ça fait avant que j'arrive à Amiens, déjà, c'était déjà là, forcément. Et ils ont toujours cette même passion et quand ils arrivent, ils ont du temps à donner, ils ont du temps à ouais, ça c'est génial ça. Mais j'adore moi ces personnes-là. Une autre phrase que tu as dite lors de cette table ronde, c'est bien, c'est que c'est Mmh. toi qui as fait la trame de cet épisode. J'ai juste à rebondir sur ce que tu as dit, donc c'est trop bien. Euh, Tu as dit que ton ancien club, Fréville, c'était un club Oui, formateur, oui, comparé à Amiens, qui était un club plutôt sportif, plus l'excellence, compétition. ouais. Mmh. Comment sur quoi tu te bases et quels sont les travails de chacun du coup, comme ils ont un peu une étiquette différente? Alors je dirais qu'un club formateur, c'est plus déjà un club qui n'a pas forcément, la structure pour faire performer un nageur jusqu'à l'excellence. Déjà forcément quand tu as un bassin de 25 par rapport à un bassin de 50, déjà ça change la donne. Quand tu as pas le nécessaire, enfin le matériel, nécessaire, adéquat pour, par exemple, aujourd'hui, la musculation, c'est sûr que si on se contente d'un Swiss ball ou un ballon ou juste une haltère, ça va être compliqué, quoi. En fait, c'est dans tout ça. C'est pas forcément du coup, tu vois, l'entraîneur Oui, bien que sûr. je vise, mais c'est vraiment plus la structure. Moi, j'ai nagé jusqu'à mes 19 ans dans une piscine tournesol, donc il en reste plus beaucoup. Des lignes d'eau où, il y avait pas de bouchons ou alors tu pouvais les tirer, tu sais, où Ouais, tu les mettre où tu les voulais, les bouteilles en bouchons rouges. plastique, c'était moi. Voilà, tu vois? Il y avait, 4 couloirs, mais en fait, on les réduisait en 5 couloirs. Donc les couloirs, tu fais un mouvement de pape, tu touches les 2 bouts, donc quand on se croise, voilà, piscine à vagues, pas de drapeau en dos. Pourtant, j'étais spécialiste de dos, donc tu te repères, par rapport aux fenêtres. En bref, tu vois? En fait, c'est plus au niveau de la structure où, là, tu peux dire qu'un club est formateur ou pas. Parce qu'ils peuvent pas t'amener plus loin par manque de moyens, mais pas par manque d'expérience ou d'acquis, de compétences de l'entraîneur ou de maître nageur. Voilà. Moi, je pense que ça part vraiment de là, quoi. Bah, ça me rassure. La première salle muscu de club qui m'a formé, on avait comme matériel un manche à balai. C'était tout. Et ça se voit maintenant à mon corps que j'ai pas eu beaucoup. Je profite d'avoir quelqu'un qui a fait l'équipe de France à haut niveau pour poser des questions que je me pose depuis que je suis petit. Quel Dis-moi. impact en équipe de France, vous n'avez pas tout à fait le même encadrement que quand vous êtes en club, pas le même entraîneur, Ouais, par exact. exemple. Chaque année, on en parle. Quel impact ça a sur ton entraînement à quelques jours, semaines des échéances? Moi, j'ai toujours eu mon entraîneur donc en équipe de France. Il nous a toujours suivis. Donc en soi, j'ai toujours gardé la même trame. Ouais. Ouais, ça est arrivé peut-être 1 ou 2 fois où Michel était pas présent ou bon, j'étais, avec un autre, mais en soi,
Je me mettais toujours, de façon à être dans un groupe où je connais aussi le nageur qui va s'entraîner. Je Sa spécialité, c'est la même que la mienne. Bon bref, j'étais peut-être avec Jordan Potin, donc pour travailler du 200 en Égypte, c'est très bien et puis quand c'est l'aspect, bah, moi, c'est dos et lui, c'était crawl. Mais moi, non, j'ai toujours eu de la chance depuis qu'on est rentré en équipe de France en 2009, que Michel rentre avec nous aussi. Parce qu'on avait cette chance, enfin cette chance, c'est pas de la chance parce que si on est arrivé à se qualifier, c'est parce qu'on le méritait aussi, mais il y avait Mélanie Hennick qui s'est qualifiée aussi en équipe de France en même temps que moi, donc on était 2 à se qualifier. Du coup, pour faire rentrer Michel, C'était plus facile. c'était plus facile, ouais. Du coup, non, on a fait toutes les équipes de France et à chaque fois Michel était présent. Aujourd'hui, bah, il est cadre, donc enfin forcément il là, cadre de l'INSEP, légitime d'avoir sa place en entraînant Yoann, Maxime et d'autres. Mon rêve, moi, c'était pas de devenir champion olympique. Je pense que j'étais Mmh. conscient de mon niveau, mais c'était d'avoir le survêtement équipe de France. Ouais. Ça t'a fait quoi la première fois où tu l'as reçu, enfilé? Je sais pas comment ça se passe? Ouais, alors on l'a reçu avec, le stage de prépa, juste avant. J'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que j'ai un souvenir de, Castres. On était en stage à Castres et en fait, on fait une réunion où, dans une salle de réunion où tu déjà tous les sacs à roulettes de prépa avec ton prénom dessus et on les appelle un par un, on se félicite et cetera. Donc là, tu reçois ta dotation et je me rappelle, on avait des chaussures aussi déjà. 1re équipe de France, en tout cas à l'époque, 2009, on avait des chaussures et ouais, je trouvais ça dingue en fait, d'avoir une paire de chaussures, gratos, toutes neuves, je sais plus, ça va être peut-être, ouais, ASICS, un truc comme ça, bref. Mais j'étais trop content d'avoir le survêt avec marqué France et surtout le bonnet France. C'est surtout le bonnet France qui, tu vois, dire tu vas t'entraîner avec le bonnet, l'équipe de France dessus quoi, avec ton nom dessus. Ouais, ça c'est, ouais, là, c'est une fierté de se dire: «Ouais, déjà tu passé un cap». C'est même pas d'arriver sur les championnats, du monde, tu Ouais. vois? C'était à Rome, mais déjà, le stage de préparation avec l'équipe de France, à préparer le bizutage, à faire plein de choses ensemble, tu vois? À vraiment avoir ce collectif-là. La première fois, c'est sûr que c'est des très, très beaux souvenirs, ouais. Donc du coup, tu dois avoir pas mal de paires de chaussures si à chaque race, chaque Bah non, parce que nageur ça a arrêté ça. C'est fini aujourd'hui, ils ont plus de paires de chaussures, hein. C'est chacun pour sa tronche. Non, non, ça a pas duré longtemps ça en fait, les chaussures et puis forcément, ouais, elles sont déjà achetées depuis longtemps. Mais en tout cas, non, des équipements, oui, j'en ai beaucoup, des t-shirts, des polos, j'en ai énormément. Mais par contre, j'ai fait beaucoup de donations quand même, quoi. Parce que quand tu as le dressing qui est rempli, à un moment donné, il faut ouais. c'est bien de garder, mais garder pour garder, il y a pas d'intérêt, quoi. Donc ouais, ouais, non, j'en ai pas mal. Comment on fête un titre, en relais? Comment vous l'avez fêté entre vous le jour où vous êtes champion olympique en relais? Comment ça se passe? Ouais. C'est en mode, on prend une bière pour célébrer ça et puis on se replonge dedans parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent ou au contraire? Non, du tout. Pas le droit, en fait, surtout que les relais, souvent, c'est les premiers jours. Donc en fait, non, forcément, ça reste très bref. Sur le coup, jusqu'aux journalistes, tu sais, sortie de bassin, on est dans l'euphorie, on répond aux journalistes tous ensemble, on est copains, on est, bref, plus copains que jamais et derrière, en fait, non, retour à la réalité 10 minutes après parce qu'il faut que tu récupéré. Donc on te donne ta boisson de récupération, tu vas aller faire, 800 m de récupération et puis, tu vas bien récupérer, tu vas te faire masser, tu vas faire le bain froid, tu vas aller manger, tu vas te coucher tôt et puis demain, il y a une autre course. Donc faut attendre la fin de semaine. Fin de semaine, 1re soirée pour enfin sortir un peu et parler déjà du relais, de la performance qu'on a fait et ensuite de parler d'autres choses, ouais. D'autres choses qui font du bien aussi. Pouvoir couper parce que souvent c'est la fin de semaine, c'est les vacances donc on attend ça aussi. Et c'est pas frustrant ce déséquilibre entre le temps de préparation où tu quasiment, focalises 4 ans dessus, à ce bref instant? Non, parce qu'en fait, ce bref instant, comme tu dis, en fait, tu le vis tout le temps. Tu le vis tout le temps parce que, de par aujourd'hui, par exemple, regarde, tu m'en parles. Donc en fait ça, le fait de me faire revivre ça, si tu veux, ça fait partie aussi de l'exploit qu'on a fait, quand on a été champion olympique. Le fait de t'en reparler, le fait que les gens viennent faire des photos avec toi, qui se déplacent pour te voir et te dire: «Ah, vous nous avez fait rêver» et cetera. En fait, la récompense, c'est pas forcément, de sauter de joie et de le fêter avec les potes, mais c'est toutes les personnes qu'on a fait crier derrière leur télé, qu'on a fait pleurer des fois, mais qu'on a fait rêver et en fait, les gens qui, reviennent encore aujourd'hui, des années après, nous dire: «Ah ouais, on vous a regardé à la télé, on vous a fait rêver, bravo pour, ce que vous êtes, ce que vous nous avez fait, procurer comme émotion». En fait, les gens encore aujourd'hui viennent nous voir, «Ça doit être chiant, vous dites tout le temps». Mais non, en fait, tu vois, le moment bref qu'on a eu sur le coup et ben, en fait, il est tellement long par la suite que c'est très, très plaisant. Ça va revenir un peu, à ça, mais
quelle est la part de travail, de fierté, de plaisir dans ces échanges-là? Par exemple, comme cet épisode-là cet échange-là qu'on fait. Ouais. Tu le places où? Parce qu'il y a forcément une partie où c'est un peu ton travail maintenant d'évoquer ça ou pas du tout? Ou Oh non, mais c'est pas mon travail, hein. ouais, Pourquoi ça serait mon travail? Déjà, j'ai jamais vécu, le fait que, j'avais du mal à dire qu'en fait, m'entraîner, c'était mon travail. Parce que certes, ça me prenait, 35 heures par semaine. Certes, j'ai pu en vivre de ça parce que j'ai eu des rémunérations qui fait que je vivais de ça, donc ça peut être mon travail. Aujourd'hui, enfin, c'est pas ouais. mon travail parce que je le fais avec plaisir, parce que ça me fait plaisir d'en parler, de promouvoir tout ça, voilà, de faire ces échanges. Non, non, c'est pas un travail, loin de là, non. Ah non, du tout. Donc le curseur, si tu veux, bon, on est dans le plaisir, dans l'humain, dans tout ce que tu veux, tu vois? Faire perdurer et puis faire passer des messages parce qu'en fait, beaucoup le pensent et les gens voudraient retrouver un petit peu ce côté, humanisme dans certains endroits. Moi qui est gérant de bar, tu vois, les gens viennent dans un bar pour faire des rencontres, tu vois? Parler, se respecter, rire et c'est ça que je veux recréer comme ambiance dans mon bar. C'est cet esprit-là, tu vois? Déconnecter des téléphones, être un peu moins dans le virtuel, être dans le réel. Ça, les gens demandent. Et moi, je, lance ce message pour justement, ouais, si, il y aura toujours une place pour vous, pour des personnes. Aimons-nous les uns les autres, parce que c'est sûr que, on est tous différents, on l'a dit dès le début. Mais par contre, quelle aventure, quelle histoire on peut avoir, quel souvenir on peut créer, quand on voilà, quand on s'ouvre à d'autres et tout ça dans le respect et l'humilité, ouais. Ouais, non, mais c'est quelle richesse et il y a qu'à voir quand tu gagnes un relais, tu t'appuies sur les différences et capacités et compétences de chacun des membres du Ouais, relais, que ce soit ouais. les 4, mais aussi ceux des séries et aussi les différents entraîneurs qui sont associés. Enfin, c'est toute cette force humaine qui nage vite, quoi. Mmh, exactement. Heu, tu reprends la natation en ce moment? Tu Je reprends, oui. La rentrée, c'était lundi, donc c'était il y a quelques jours. Là, j'ai nagé 2 fois cette semaine, il faut que je nage une troisième fois. J'avais prévu d'y aller ce midi et au final, tu vois, quand je me suis dit: «Oh, je peux dormir un peu plus et tout», je me dis que j'irai nager demain, parce que je fais du sport cet après-midi, je vais faire une session de padel de 2 heures. Donc je me dis, «Je vais faire ma PPG, aujourd'hui à la maison», comme ça j'aurai pas à me déplacer, revenir, repartir pour le sport. Donc je vais faire ma PPG, après j'irai au padel et demain j'irai nager demain midi, ouais. Donc j'essaie en fait de me réentraîner 3 fois semaine, au moins 3 fois semaine avec de la prépa physique à côté. alors, c'est top si, il y a pas mal d'auditeurs qui, pensent à reprendre la natation ou qui reprennent après un long temps d'arrêt. Moi, Ouais. je me lance dans le swimrun cette année. Je vais découvrir ce Ouais. sport et Mmh. donc je vais reprendre la natation après, 15 ans, 15 ans sans Mmh. nager, donc ça va faire mal. Quel conseil Tu veux tu me as? poser la question si ça se perd pas? Si Alors, si tu as peur de ce que ça va donner dès les débuts? j'en ai un petit peu conscience parce que tu sais, j'avais fait du water polo, j'avais arrêté, j'avais repris Ouais. quand j'étais devenu maître nageur, donc cette Mmh. gestion de l'arrêt. Mais j'espère que ça se perd pas, sinon, je vais en chier cette année. Bah, après je voudrais pas te faire peur, mais forcément tu vas en chier. Je suis désolé de te le dire, mais en même temps, voilà, si tu sais à quoi t'attendre, au moins tu seras pas surpris. Et alors quel conseil tu peux me donner, pas pour que ça se passe bien et aux auditeurs, mais pour que j'en chie le moins Ouais. possible? Alors déjà d'être dans un groupe, parce que, tout seul c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, sauf si vraiment tu es assidu et tu as appris à nager comme ça, dans le sens où toi tu te faisais tes entraînements, tu savais ce que tu allais faire et cetera. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup de triathlètes qui le font. Par contre, si t'es pas assidu sur, quel entraînement tu vas faire et tu as une trame, en fait, tu vas aller dans l'eau, tu vas pas savoir quoi faire. Au bout d'un moment, ça va te gonfler, tu vas dire: «Mais non, c'est bon, je suis fatigué, j'y vais». Et si tu personne pour donner un coup de pied dans le cul, si tu personne, dans l'eau pour te dire: «Allez, on se bouge, on y va, allez, c'est parti, on n'abandonne pas» et cetera, ouais, là, ça va être plus facile. Donc, je te conseille forcément d'être dans un groupe. Un groupe qui a qui a un peu les mêmes objectifs que toi, c'est-à-dire qu'ils veulent progresser ou reprendre, en tout cas réapprendre. Et avec, ouais, une personne qui vous briefe et qui vous donne un entraînement, en fait, une trame à suivre, que ouais, tout seul, c'est pas possible. Voilà, la prochaine fois Alors, tu as prévu quoi? Parce qu'on s'est pas parlé, on s'est pas concerté avant. non, Est-ce que tu vas être dans un groupe? Est-ce que tu un groupe non, parce que je j'ai pas cette possibilité. Ah,
C'est dur, hein. Possibilité, Voilà, merci. là, Entre, la piscine qui est à côté de chez moi, qui a pas ouais, forcément les bons créneaux, entre ouais, moi qui ai une vie, entre mon boulot alimentaire, le podcast, c'est oui. un peu compliqué. Donc, Donc tu as un planning qui est un peu, c'est à fond, quoi. variable. Ouais, ouais, c'est méga OK, variable, donc tu y vas quand tu peux. c'est ça et c'est pour ça que j'ai lancé OK, Swim Smart pour, tous ceux ouais, qui sont comme moi, enfin, je suis en ouais. garde alternée, rien que ça fait que le Mmh. week-end, c'est compliqué. Ouais, ouais, Donc, je vais me faire un plan d'entraînement que je diffuserai, ouais, sur Swim Smart, et OK. après je suis en train de construire une communauté Swim Smart avec ceux qui sont dans le Mmh. même cas, pour nager tout seul, mais à plusieurs, enfin, Mmh, pour, qu'on ouais. se tire la bourre, ensemble, quoi. Alors, je suis d'accord, tu vois, comme je te dis, hein, tout seul, si tu as pas une trame qui est définie et si tu mets pas des objectifs dans ta séance, en fait, ça va être compliqué parce que, je vais dire une bêtise, mais, si tu donnes pas d'objectif de temps, je sais pas, ton meilleur temps, moi, 15 secondes sur une série ou un truc comme ça, qu'est-ce qui va, te faire tenir, en fait, quand ça va être très dur? Ouais, Qu'est-ce qui va faire que parce que forcément tu vas en baver, forcément ça va être compliqué à un moment donné, un entraînement va beaucoup plus se passer un jour et moins bien se passer l'autre jour. Les courbatures, la journée que tu as eue, aujourd'hui tu as les gosses, mais demain tu les as pas, ça sera plus light, enfin tu vois? Et du coup, ouais, je pense que voilà, il faut penser à ça dans le fait de toujours se lancer des défis dans la séance par jour et cetera et d'organiser cette séance d'entraînement sur, ouais, sur une durée correcte, pas trop ouais. en faire, pas en faire trop light, un juste milieu. Parfait. Bah, on va essayer de faire ça et en termes de PPG, parce que je crois que je vais devoir reprendre la PPG aussi et c'est une question qu'on me pose souvent, en tant que nageur, quels exos de PPG toi tu fais et qui sont cohérents et pertinents et qui t'aident à mieux nager derrière? Alors, moi, si je devais faire dans le plus simple, en PPG, moi, je vais faire tout ce qui est abdos, lombaires, gainage. Voilà. Moi, pour moi, c'est, le maître mot. Mais attention lombaires. J'insiste bien sur les lombaires qui sont très importants. Si on part sur, on peut rajouter aussi les ischios selon c'est un muscle qu'on oublie de travailler quand même assez régulièrement et même en musculation. Si quelqu'un a une salle et cetera, je pars sur 3 ateliers, développé couché, tirage et quadri. Pour moi, c'est la base. Pas besoin de trop en faire pour un certain niveau, pas besoin de s'étendre sur d'autres exercices et d'autres machines. Mais en tout cas, si dans une salle de muscu, il y a ces 3-là, ça suffit largement. Forcément, les dorsaux, on en a tous besoin, on avance avec ça. C'est ce qui fait qu'on est un peu plus large. Donc le tirage, ça va être la même chose. Donc et développer couché pour les pecs parce que vraiment, les sensations quand tu fais du DC, après dans l'eau, c'est quand même plus sympa, quoi. Tu sens que tu as bossé avant, quoi et forcément le travail de jambes, mais sans oublier vraiment les ischios parce que le mouvement de jambes, je rappelle, c'est une amplitude qui va aussi bien vers le haut que vers le bas. Si tu as des quadris d'un côté, ceux qui sont derrière, c'est les ischios. Donc pas oublier de les travailler ça. Donc voilà, mais le principal vraiment, c'est beaucoup de gainage et déjà ça va vous affiner, vous allez perdre du poids, mais c'est tous les jours. Ah, Pas forcément 1 heure. Non, mais c'est tous les jours, tu vois? Tu as 15 minutes, tu fais 15 minutes par jour. Tu vois? Moi, je le sais, c'est comme ça que je sais qu'il fallait progresser, mais quand j'ai arrêté, je m'étais dit: «Je vais aller faire ça, je vais aller faire ça», mais j'ai pas tenu parce que, tu vois, quand j'arrête, tu as plus envie de profiter maintenant que de te mettre des contraintes que tu as eues pendant 15 ans. Mais je sais que là, tu vois, je suis reparti sur une saison, je prends la rentrée comme si c'était une rentrée sportive. Comme si c'était une rentrée des classes. Mais allez, hein, c'est septembre, faut y aller, hein. Bah, oui, on va y C'est aller. maintenant ou jamais, hein. Si on commence déjà à perdre le fil, non, non, allez. Non, non, je récupère de mon trail, je me suis laissé encore une semaine et dans 1 semaine et demie, je replonge à l'eau, et Bien. toujours avec progressivité, surtout après, plus la coupure a été longue, plus il va Mmh. falloir être progressif, Oui, pour pas se blesser. exact. On arrive à la fin de cet échange, donc j'ai quelques questions pour clôturer, ça. Est-ce que tu Mmh. estimes que ta carrière est réussie? Et à quel moment tu t'es dit: «Ça y est, j'ai réussi ma carrière» ou pas? Alors, première question, oui, ma carrière est réussie pour moi parce que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. J'ai eu toutes les médailles, alors même si, en fait, j'aurais aimé certes avoir, une médaille olympique en individuel. J'aurais voulu plus performer sur les jeux olympiques parce que c'est un peu le moment que tout le monde attend et tu attendu au tournant, en fait. Et en soi, tu vois, depuis que je suis rentré en équipe de France en 2009, j'ai fait toutes les équipes de France jusqu'en 2020-2019. 9, 10, 11 août, bref, j'en ai pas loupé une. Donc en fait, cette longévité, cette constance aussi de niveau, de haut niveau, en fait, je suis assez fier d'avoir, toujours réussi à être présent le jour J. Parce que chaque année, il faut être présent en petit bain, il faut être présent sur les championnats de France pour se qualifier sur la compète estivale et la compète estivale, forcément, il faut les performer. Donc d'avoir fait des médailles en 2010, 11 ou 14, 15, après ça s'est un peu gâté.
J'en ai moins eu, j'en ai eu en 2019 aussi et j'étais peut-être 2 ans sans médaille internationale, mais tu vois, j'étais quand même qualifié et pourtant, la carrière, c'est jamais comme ça, Ouais. quoi. Je me blesse au ski finalement, je dois être blessé 3 mois, enfin je dois être, plâtré 3 mois. C'est en janvier, les qualifs, c'est en avril, donc tu vois, ça me laissait qu'un mois et au final, j'ai tout fait pour me qualifier pour, le championnat du monde, pour faire 4e à quelques centièmes. Mais tu vois, pour moi, c'est une carrière réussie parce qu'à chaque fois, mes challenges ou mes défis que je me suis mis à court terme ou à long terme, je les ai réussis. Ouais, c'est une fierté, pas de regret aussi. C'est comme ça que tu peux dire que tu as réussi un trajet, c'est que tu as pas de regrets. Donc après, non, je veux pas me lancer des fleurs sur tout ça, mais pour moi, ma carrière, elle a réussi. Ensuite, ta deuxième question, c'était? Bah, c'était pour, au cas où, elle était pas réussie, donc ça a été réussi et Ouais. par contre, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu étais pas sûr de réussir? Où tu t'es dit: Ah «Est-ce oui, que voilà, c'était ça ta est-ce question. que je vais dans le bon sens?» Ouais, bien sûr. Il y a forcément des moments de doute, hein. Tu as forcément un moment où, moi, un matin, même une après-midi, je devais voir Michel en disant: «J'arrête Michel». On est en 2014. Tu vois, je sortais d'une année 2013 de ouf et 2014, je sens plus rien. Je sens plus rien en dos surtout. J'arrive plus à le nager à l'entraînement et il me dit, et puis, en fait, j'étais parti sur le fait d'arrêter. Effectivement, j'ai arrêté une journée, j'ai repris le lendemain et puis je suis reparti de plus belle, tu vois? Et comme quoi après, non, c'est l'entraîneur qui m'a redonné, en fait, le goût en, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure de speech. L'envie, le rêve du haut niveau, ce qu'on peut réaliser encore ensemble. Puis au final, tu vois, je suis reparti pour, tu vois, je fais des médailles parce que 2014, c'est très compliqué pour moi, tu vois? Et je fais quand même des médailles aux championnats d'Europe. J'avais l'impression de partir vraiment du fond. Au final, je fais des médailles et après, le plus dur, c'était les journalistes qui, en fait, me trouvent pas à mon niveau, donc me descendent un peu, tu vois? À l'inverse, il y a Nick Agnel à côté qui fait, tu vois, qui est quand même champion du monde, bref, qui a déjà, sa nature, enfin, son côté un peu people au-dessus du lot. Bah, lui, il fait une contre-perf aussi, encore pire que moi, mais par contre, il a fait une médaille de bronze. Pouf, on l'encense de malade, tu vois? Ça, j'avais un peu les boules, tu vois, cette année-là, parce que, ouais, je me dis: «En fait, j'ai l'impression d'en avoir plus chié». Je ressors miraculé en faisant des médailles d'argent, je sais plus combien je fais à Berlin, je dois faire 3 ou 4 médailles. Je pense, je fais 4 médailles, au total et puis, en fait, on m'enfonce, en disant: «Bah, non, c'est pas le Jérémy, d'habitude, tu pas» bref. Ah, j'étais, ouais, hyper compliqué pour relancer la saison 2015, tu vois? Je dis: «Bon, ouais, on va se contenter de moi, des commentaires de mes proches, de mon entraîneur et puis, on va repartir sur une année sans se focaliser sur ce qui a été, sur le mal qu'on a dit de moi, tu vois? Donc, non, c'est toujours, hyper compliqué, mais forcément, tu vois, à ce moment-là, ça tu doutes. Est-ce que tu as fait le bon choix de continuer? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu penses que tu vas retrouver ton niveau? Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, on m'a relancé un appel encore, ouais, est-ce que c'est pas le moment de partir, de changer, de faire des choix de ouais, changement d'entraîneur, changement de structure, bref. Et puis en fait, non, j'ai pris la décision quand il fallait, où il fallait. Quand je suis parti à Nice, c'était le moment. Voilà, sur mon parcours, non, franchement, je suis très, très content de ce que j'ai pu faire. Bah, il y a de quoi parce que, tu as ce parcours qui est incroyable, mais tu as aussi cette image et cette humilité, humanité qui te caractérise et que moi j'ai appris à découvrir du coup, quand on s'est rencontrés, il y a 2 jours et qui est vraiment très agréable et je pour l'avoir vécu, Mmh. directement et indirectement, tu as donné envie de nager à plein de gens donc bravo Bah, pour ça, quoi. c'est cool, ça veut dire que ouais, je pense que les gens se sont reconnus peut-être, en moi aussi. Heu, je vais pas te le cacher que je connais pas énormément de monde un peu qui me «ressemble» entre guillemets ou cette facilité aussi. En fait, moi, ça me paraît normal. Les gens me félicitent parce que je suis simple. Tu vraiment besoin de me féliciter parce que je suis moi-même, parce que je suis «normal» entre guillemets, de bras, de jambes? Non, moi, ce que je trouverais pas normal, en fait, c'est que justement les gens soient pas abordables et n'aient pas cette simplicité, en fait. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est, ouais, qu'on m'a donné ou, l'environnement qui fait que, peut-être aussi le côté popularité aussi, tu sais, qui peut aussi vite te changer, mais même moi, en l'ayant vécu, alors un peu moins, par exemple, que Camille Lacour, parce que peut-être que j'étais un peu trop simple, tu vois? Mais en même temps, tu vois, moi, aujourd'hui, je préfère vraiment rester comme je suis et m'entourer de justement de personnes comme moi, plutôt que d'être surcoté et en fait de pas vivre, normalement, tu vois? D'avoir une vie de people, ça vraiment j'aurais pas aimé, tu vois? Pas être Par comme tout le monde. parfait, 2 dernières questions, à chaque fin d'interview, je demande la même, question à l'invité. L'idée, c'est, je vais pas te le cacher, de faire, connaître un peu plus, mon podcast, mais c'est surtout d'inviter des gens auxquels j'aurais pas pensé. Donc, quel invité tu pourrais me conseiller et avec qui tu pourrais me mettre en contact? Quel invité? On reste dans la natation? Dans la natation, OK. dans le sport, enfin,
C'est toi qui vois, alors, sans dire que tu me connais, mais on a passé une journée Ouais, ensemble, ouais, donc ouais. tu vois un peu ce que j'aime faire, ce que j'aime être. Ouais. Et voilà, si tu estimes qu'il y a une personne qui pourrait être à ta place et qui serait intéressante et qui aurait des valeurs à transmettre, des messages à donner, des connaissances, des expertises, des expériences. Ouais, alors en soi, tu vois, j'en ai quand même pas mal parce que je connais quand même un peu de monde dans la natation en soi. Et du coup, de par ceux que j'ai côtoyés, forcément, il y a la première qui me vient en tête déjà. Pour une nana, c'est cool d'avoir son expérience parce que elle a une carrière encore qui se poursuit aujourd'hui, Mélanie Hennig, qui a commencé en 2009, on est en 2025. Calcule un peu, ça fait déjà 16 ans. Elle vise Los Angeles 2028. Tu vois, son parcours, il est hallucinant. Il est vraiment hallucinant parce que elle, au contraire, peut-être qu'elle a fait elle a fait des choix à certains moments de sa vie qui ont été importants. Bon, voilà, de la communauté LGBT comme moi, ça c'est cool parce que du coup, ça nous a aidé. Bref, on a un parcours qui est très lié ensemble. Euh, donc, elle, franchement, oui, forcément, je te la conseillerais, bien évidemment, qui aujourd'hui s'entraîne en Suède. Donc, peut-être qu'elle a ce côté un peu qui peut être intéressant. Comment fonctionnent les entraînements à l'étranger? Mais Comment sont les entraîneurs qualifiés, etc. Le groupe, est-ce qu'ils ont le même groupe? Est-ce qu'ils forment les nageurs de la même façon que nous aussi? Peut-être qu'elle a un regard qui peut être très intéressant là-dessus. Une personne aussi qui a vécu, peut-être aux États-Unis, tu vois? Ça peut être intéressant d'avoir, quelqu'un qui a l'expérience US. Donc, il y a peut-être, bah, Fred Bousquet, Romain Barnier. Il peut y avoir, d'autres nageurs. Après, côté collectif, je te conseillerais Fabien Gillot parce que dans son discours, dans ses mots forts, il était un pilier de la natation. Et puis après, humainement parlant, moi qui côtoie beaucoup de personnes, bon, il y a Jordan Potin. Et puis en fait, j'en oublie énormément, c'est sûr, mais voilà. Jordan Potin aussi qui est arrivé très tôt au final, mais que j'ai su déceler aussi son potentiel. En 2014, je savais qu'il allait faire partie aussi de l'équipe de France dans les années qui allaient suivre. Ouais. Et, l'année d'après, c'est bon, il était en colloque de chambre, etc. Mais qu'aujourd'hui, il est prépa mentale. Il a fait de la préparation mentale. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir carrément. tu vois, son idée sur tout ça, sur l'après. Est-ce que on a besoin peut-être d'avoir été suivi pour être préparateur sur Tu vois, quels sont les atouts, etc., etc. Même moi aussi, je crois que je serais curieux et j'aimerais bien écouter un peu sa version. C'est des questions auxquelles je n'ai pas encore posé parce que on reste sur des échanges amicaux et pas professionnels dans le sens où je vais pas revenir sur sa carrière et ce qu'il a fait après, etc. Il y a que toi qui peux le faire. Donc voilà. Bah, En tout cas, pour les deux trois, tu vois, on serait sur Mélanie Hennig, Fabien Gillot, Jordan Potin. et ben, ça sera avec plaisir. De toute façon, tous les noms Bon, que tu as cités, moi, je mettais mon réveil pour vous regarder nager. J'ai des étoiles dans les yeux, donc avec plaisir. Donc voilà. Donc ta mission, ok, je te donne ok, beaucoup de devoirs, je suis désolé, mais ouais. c'est de leur parler de Swim Smart, soit de leur donner mes coordonnées, soit de me donner les leurs. Évidemment, il n'y a aucune obligation pour eux d'accepter, hein, c'est pas une prise Oui, bien d'otage, sûr. mais voilà, ça me ferait très plaisir de les recevoir. Tu as Mhm, une autre mission que je t'avais donnée pour revenir à l'Apradis, c'est le 8 décembre, le lancement de la mhm. formation, et tu as pour mission de choisir l'hymne officiel, la chanson qui va symboliser ça. Est-ce que tu as eu le temps de commencer à Mais réfléchir pas du ou tout. pas du tout? Bah, c'était il y Mais a 2 pas du jours. tout, parce que je suis quelqu'un qui doit préparer sa valise de compète ou de stage le matin même de partir. Donc là, tu me dis 8 décembre. Mais C'est j'ai le large. temps. J'ai le temps. Donc, ouais, moi, si tu veux, tant qu'on n'est pas le 7 décembre, Voilà. voilà. Ben voilà. Je te préviens, je me mets une alerte, je t'appelle le 7 décembre Ok, pour te demander quelle est la chanson ça marche. de la promo de l'Apradis. Toutes les informations seront en description. Les associations dont tu as parlé aussi seront en description. N'hésitez pas à aller vous jeter un coup d'œil. C'est important. Malheureusement, on doit en parler, donc n'hésitez pas. Ouais, Euh, il faut. un grand merci, Jérémy, pour ton temps. Merci à toi, Théo. Je vais être honnête, j'étais très intimidé de faire cet échange-là. D'une, parce que tu es une de mes idoles depuis pas mal d'années. De deux, parce que tu es archi habitué des interviews. Donc, un de mes. Ah, euh, tu doutais de tes compétences, ah oui, mais de ça, tes questions? ça j'ai l'habitude, hein. J'ai fait des années chez le psy pour l'apprendre, mais je le savais déjà en fait. Bah, c'est bien, en tout cas, non, tu fais du très bon travail Mais et c'est,
C'est quand on est très à l'aise par rapport à des questions et à la forme dont ça prend, forcément, c'est plus facile pour les 2. Bah, je te remercie et on se revoit très vite. Passe Ouais. une bonne fin de journée et Toi aussi, à très bientôt. ça marche. Salut. À bientôt. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Merci encore à Jérémy pour cet échange sincère et passionnant. Merci à la Pradis pour cette occasion, cette collaboration. C'est ma première. Je pense malgré tout que ça a un sens, que ça a clairement sa place dans SwimSmart. J'ai adoré parler avec Jérémy de polyvalence, de plaisir et de ce lien si fort entre performance et humanité. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager à un ami nageur ou t'abonner à SwimSmart Premium. C'est ce qui me permet de continuer à créer, à enregistrer et à te proposer du contenu toujours plus utile. Et surtout, souviens-toi, progresser, c'est pas tout faire. C'est comprendre pourquoi on le fait. Bonne nage.